Bien le bonjour, bien le bonsoir. La magie du montage fait que vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, je vous révèle tout, je vous révèle toutes les coulisses. J'enregistre cet épisode numéro 27 juste après l'épisode numéro 26 parce que je n'en ai plus rien à foutre et que finalement, pour ne rien vous cacher, j'en ai peut-être un petit peu marre du podcast qui n'a pas marché, soyons honnêtes, comme je l'aurais voulu. Donc je vais arriver tranquillement au 30e épisode et puis passer à autre chose, peut-être sortir la version écrite de ces podcasts. Nous verrons bien. Voilà, vous avez absolument toutes les coulisses pendant que les motos déboulent et chamboulent ma rue. Bonjour, bonsoir les loups et loulous gris, puisque vous savez toujours, vous n'avez pas oublié combien de nuances il y a dans le gris, bande de coquins, mais n'oubliez pas de ne pas être un pauvre loup de couleur gris moyen sur tous les sujets afin d'éviter de faire des vagues et oser bien plus tôt les nuances fortes et assumées. Bienvenue dans l'émission Prof de droite. Notre émission distribue des uppercuts éducatifs avec élégance et bienveillance adroitement mesurée. Les pains sains, secs et sans raisin ni résidus distribués lors de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans nos volcans de la région d'Auvergne, jusque dans nos châteaux de la Loire, jusqu'au creux des mamelles de nos vaches normandes, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de chacune de nos régions. Tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée capable de maintenir. Je m'astreins avec vous à une discipline de transmission non seulement à mes élèves, mais à vous également. Nous luttons ici en anonyme, c'est assumé, c'est obligatoire, malheureusement, avant tout contre tous ceux qui souhaiteraient emplissent déjà les cerveaux de nos enfants, adolescents, adolescents, visages de la souffrance de ce pays, de valeurs terribles antinaturelles, ce qui est une pure et vile vile manipulation d'esprit en cours de formation, dont nous enseignants avons la charge, ou bien plus court, plus clair, plus tranchant, pédocriminalité par la destruction de cerveaux, d'esprits manipulables, ce qui est proprement impardonnable. Nous ne cédons point aux pseudo-dictats moraux récents aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Nous montrons la voie séculaire ardue, pentue, ô combien gratifiante. Une nation qui traite aussi mal sa jeunesse est vouée à la mort. Retrouvons ensemble de la sérénité dans le débat, puisque là aussi toute nation divisée contre elle-même et incapable de débattre sereinement avant d'agir sera réduite en désert. Cette impossibilité d'échanger des points de vue est affolante, affligeante, gravissime. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant, notre principal adversaire. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique et passage à l'action. Voilà pour les mots clés qui nous accompagneront encore un petit peu. En ces temps troublés, il nous faut absolument prendre le taureau par les cornes, avoir une main de fer dans un gant de fer, même pour caresser le taureau, et même lui caresser les baloches. Pardon. Être capable d'aller au combat avec pour seule différence notable le fait de ne point haïr nos adversaires, dont on peut haïr la folie, les péchés nombreux, l'aveuglement, mais en aucun cas leur personne, que nous devons aimer sincèrement, car nous devons de garder foi, amour et espérance pour eux afin de prier, et oui, pour leur conversion un jour, et oui, voilà un prof qui vous le dit. Podcast du jour, première partie, les biais. Les biais cognitifs, panorama, mécanismes et risques. Un biais cognitif désigne une déviation systématique dans la manière dont une personne pense, heuristique mentale inclus, qui conduit à des erreurs de jugement ou de décision. Le nombre de biais identifiés est considérable. Certaines études
monte jusqu'à 200 biais. Il est évident que je ne vais pas vous présenter, ni même que je ne connais point les 200 biais qui existent selon ces classifications. Mais sachez, voilà, ne croyez pas forcément vos sens, croyez qu'il y a plus. Il est utile de passer en revue quelques-uns des plus fréquents ou les plus graves avec leurs effets et leurs risques. Le premier d'entre eux, le biais d'autorité, se produit lorsque l'on accorde une confiance excessive à une personne perçue comme experte ou en position d'autorité, au point de ne plus critiquer ou vérifier ses affirmations. Un exemple célèbre, l'expérience de Milgram, en 1961, où des participants obéissent à un chercheur pour administrer des chocs électriques à un apprenant, alors même que les signaux montrent une souffrance. Mais il y a la blouse du chercheur. Ce biais peut mener bien évidemment à des horreurs, pas la peine de vous faire un récit historique, réfléchissez 2 secondes, quand la personne en position d'autorité ordonne ou légitime un acte contraire à l'éthique, car les individus hésitent à remettre en cause l'autorité. Je revoyais très récemment le film avec Benoît Magimel sur la guerre d'Algérie, où tous les soldats, disons, de premier rang attendent l'ordre de Benoît Magimel, qui lui-même n'a pas trop d'autre choix que de dire allez-y, et du coup pour ces soldats de premier rang, eh bien ça leur retire la culpabilité d'avoir fusillé les Algériens. Et oui, et ce n'est évidemment pas valable que pour la guerre d'Algérie, encore une fois reconnue par l'État français plus de 30 ans après, n'est-ce pas ? Et colonisation qui vient, bien sûr, je le rappelle, des Lumières et donc de la gauche. Enfin, pas forcément des Lumières, mais en tout cas plutôt de la gauche que de l'esprit plutôt conquérant de droite. La prétention. Bref, j'en ai déjà parlé. Risques associés. Acceptation d'informations fausses ou dangereuses puisque l'expert l'a dit. Si ça vous rappelle pas le Covid. Et puis, les experts qui se permettent de dire le contraire, on les met sur le côté. Et oui, obéissance sans réflexion critique, ce qui peut favoriser des abus de pouvoir ou des phénomènes de masse. Diminution de la responsabilité individuelle. Je ne vérifie pas, je fais ce que la loi me dit, je fais ce que les programmes me disent, je fais ce que mon parti politique me dit, etc., etc. Système qui tarde à corriger des erreurs puisqu'une autorité avait validé précédemment. Là aussi, quand une autorité avait validé quelque chose, même si elle s'est trompée, cela peut arriver, la science peut se tromper sans forcément penser à mal, mais du coup, s'il y avait autorité derrière, on met du temps à enfin sortir des différentes bêtises. Deuxième biais, le biais de confirmation. C'est l'un des plus connus. Ce sont les tendances à rechercher, interpréter, mémoriser l'information de façon à confirmer nos croyances préexistantes. Il est donc extrêmement dangereux. Et nous en sommes tous atteints, disons-le clairement. Je crois que X est vrai, je ne vais regarder que les études ou articles qui montrent que X est vrai, et je vais interpréter même les résultats ambigus comme allant dans mon sens. On est tous pareils face à ça. Voilà, en connaissant ce biais, on peut un peu s'en prémunir légèrement. Et puis sachez qu'avec le nombre d'études scientifiques qui existent, on peut quasiment toujours trouver au moins une étude qui va aller dans le sens de ce que l'on pense déjà. Les risques évidents, rejet ou ignorance des informations contradictoires, ce qui fausse la vision de la réalité, radicalisation des opinions, l'exposition répétée à des sources qui confirment nos croyances renforce celles-ci, tandis que les sources contraires sont exclues d'emblée. Mauvaise décision basée sur un écochambre d'informations, un faisceau d'informations orientées. Dans la recherche scientifique, cela conduit à des études biaisées, même dans la recherche scientifique donc, ou des interprétations erronées. Autre biais important, quelques autres biais notables. Le biais d'ancrage, c'est la tendance à se fixer sur la première information reçue, puisque on peut avoir la flemme, là aussi c'est naturel, de chercher 14 000 sources pour être sûr qu'on a la bonne. On n'a pas tous ni le courage, ni le temps, ni l'envie d'aller sur chaque opinion qui existe en plus.
D'où l'intérêt là peut-être d'être capable aussi de dire écoute ce sujet-là, bah non, je ne suis pas assez renseigné, j'ai lu qu'une étude ou même je n'en ai lu aucune, donc voilà, on peut en parler mais je n'ai pas d'avis particulier. Biais de disponibilité. On juge la probabilité ou l'importance d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle on en évoque des exemples. L'effet de surconfiance. La tendance à surestimer la fiabilité de ses propres jugements ou capacités, mais faites quand même un peu confiance à votre instinct, n'oubliez pas. Le biais d'optimisme. Ce serait dommage d'être optimiste aujourd'hui. Surestimer la probabilité d'événements positifs ou sous-estimer les risques d'événements négatifs. C'est étonnant parce que moi, je serais plutôt tenté de penser que les gens ont plutôt un biais de négativité aujourd'hui, mais peut-être écoutez que c'est moi qui me trompe, et dans ce cas-là, tant mieux. Le biais de statu quo, préférence à ce que les choses restent comme elles sont par défaut. Écoutez, c'est une attaque directe envers les conservateurs. C'est pas grave, on va prendre une attaque de plus dans la gueule. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on se relève, on a la tête solide. Biais de moyenne, négliger la fréquence de base d'un événement ou d'un phénomène au profit d'informations spécifiques. Et qu'on préfère les petites exceptions plutôt que regarder un petit peu la moyenne, justement. Les mécanismes sous-jacents. Le cerveau humain cherche souvent à simplifier ou accélérer les décisions face à la surcharge d'informations qu'il reçoit en permanence. C'est cela qui conduit à des raccourcis parfois erronés. Le besoin de cohérence cognitive lorsqu'une croyance forte est menacée, on a tendance à ignorer l'information qui la contredit afin d'éviter la dissonance. Des structures sociales et institutionnelles qui renforcent l'obéissance, l'autorité, le groupe, ce qui est un besoin vital si... on prend un exemple à la con, mais si on vous dit... si je vous dis, mais je suis sûr que j'ai raison, et que derrière, je sais que... Oui, peut-être que tu as raison, mais tu vas mourir parce que tu vas te retrouver exclu du groupe. Est-ce que vraiment tu vas l'assumer ? Et dans un contexte de vie ou de mort, eh ben non, tu vas pas assumer. C'est comme la torture, hein, on peut tout avouer sous la torture. Tout. Je suis un extraterrestre. Dans certains contextes, l'apprentissage ou la culture valorise l'autorité ou la conformité plutôt que le questionnement. Pourquoi est-ce dangereux à grande échelle, ou même à petite échelle, à toutes les échelles d'ailleurs? Les biais cognitifs ne sont pas seulement des curiosités individuelles, ils ont des effets systémiques importants, potentiellement graves. Dans les institutions médicales, judiciaires, politiques, ces biais peuvent mener à des décisions erronées, injustes, voire catastrophiques. Dans la recherche, pardonnez-moi, j'ai un début de hockey. Ils peuvent conduire à des interprétations biaisées des données, à une mauvaise généralisation, à des études non reproductibles. Dans la société, ils peuvent alimenter la désinformation, la polarisation, la manipulation de masse. Lorsqu'une autorité malveillante ou mal informée exploite ces biais, les conséquences peuvent être extrêmement graves. Quelques exemples rapides, l'expérience de Milgram montre l'ampleur du biais d'autorité. On peut évoquer des contextes où les médecins refusaient d'adopter des mesures de santé publique, le refus initial de l'hygiène par certains médecins, le refus d'accepter certains patients quand ils n'avaient pas leur passe sanitaire, les recherches menées par certains médecins sous le régime nazi, etc., etc. À cause du biais d'autorité de confirmation, lorsque la norme « on ne se lave pas les mains », pour reprendre cet exemple, était dominante. Oui, tant qu'on n'y a pas pensé, bon, bref. Ce type de phénomène est lié à un réflexe nommé réflexe de Semmelweis. Je m'excuse pour la prononciation. Le biais de confirmation est omniprésent dans la façon dont nous consommons l'information, choisissons nos bulles de médias, etc. L'importance de savoir lire les études, croiser les sources, maîtriser la base des statistiques compte tenu des biais décrits ci-dessus. Il est crucial de développer une capacité de lecture critique des études, de croiser les sources d'informations et comprendre les bases de la statistique et de la méthodologie scientifique. Parce que même des études officielles peuvent être biaisées, soit par la méthodologie avec un échantillon non représentatif. Pour garder un exemple qui ne dérangera personne sur le thème de la course à pied, les premières recherches disant que les chaussures carbone couraient plus vite, pour dire comme mes élèves, que des chaussures sans carbone,
C'était une étude sponsorisée, si je ne m'abuse, par une célèbre marque dont le nom commence par un N. Et pardonnez nos chers policiers qui semblent débarquer chez moi. Allez-y, messieurs, je suis prêt. Bon, attendez, je vais faire une petite pause. C'est bon, ils sont partis, je suis toujours vivant. Pourtant, j'ai fait un délit de fuite. Oh, oula, pardon, balle perdue. Une seule étude ne suffit souvent pas à tirer une conclusion robuste. Il faut regarder l'ensemble de la littérature, les méta-analyses, les réplications. Les statistiques, comme le reste, peuvent être manipulées, mal présentées ou sorties de leur contexte. Par exemple, une augmentation de 100% contre de 0,5 à 1%, ce qui fait très différent. Quand on vous dit que quelque chose a doublé, c'est différent. Oui, d'accord, merci. Parce que le public, les journalistes et même certains professionnels peuvent ne pas avoir la littérature statistique et la connaissance de la lecture des statistiques nécessaires pour juger de la fiabilité des résultats. Et ils vont faire des raccourcis. Les journalistes sont capables de faire des choses pareilles. Oh, ouais, c'est fou ça. Par exemple, une étude montre que chez les médecins, les compétences en littérature statistique restent moyennes, même chez les médecins. Des études ont également montré que certains papiers scientifiques, pour être publiés, doivent avoir certains auteurs, on va le dire comme ça, que certains articles écrits de manière très complexe peuvent se retrouver publiés même lorsqu'ils ne veulent rien dire. C'est ce que s'étaient amusés à faire des chercheurs, dont je n'ai plus le nom, mais que vous pouvez retrouver. Ne me dites pas que je ne cite pas les sources, faites un effort. Quelques repères pour bien lire une étude. Liste non exhaustive des points à vérifier si vous lisez ou essayez d'interpréter une étude. Rappel, vous avez le droit de le faire même si vous n'êtes pas spécialiste. Vous avez le droit. Ça peut même parfois être intéressant. Qui est l'auteur? Quel est le journal ou la revue? Est-ce une revue à comité de lecture? Y a-t-il un lien de financement particulier ou un sponsor? L'échantillon est-il représentatif? Y a-t-il un groupe contrôle? Est-ce qu'il y a bon là on est dans le technique, mais une randomisation aveugle ou un double aveugle? Parfois, les mesures sont-elles fiables et réellement significatives? Quels sont les résultats? Bon, là on est vraiment dans les statistiques, les moyennes, les écarts types, les médianes. Y a-t-il une mention des tests statistiques utilisés? Le lien entre corrélation et causalité est-il précisé? Les limites sont-elles précisées? Corrélation n'est pas causalité. Les tailles d'effets sont-elles données? Une différence peut être statistiquement significative, mais peu importante en pratique. Les conclusions des auteurs restent-elles raisonnables vis-à-vis des limites de l'étude? Y a-t-il des biais de publication ou des conflits d'intérêts? Existe-t-il d'autres études avec des résultats similaires? Des méta-analyses, ce qui est souvent très intéressant, souvent ce sur quoi je m'appuie le plus. Le résultat s'inscrit-il dans un ensemble cohérent de données ou est-ce isolé et peu robuste? L'étude indique-t-elle comment les données ont été collectées? Sont-elles accessibles? Les méthodes sont-elles claires? Y a-t-il une tentative de contrôle des biais, sélection, attrition, etc. Quelques notions de base à connaître. Échantillon contre population. Les résultats d'un échantillon doivent être généralisables à la population, ce qui dépend de la qualité de l'échantillon, en fonction évidemment de la taille, de la représentativité, du biais de sélection. Justement, le biais de sélection, lorsque l'échantillon n'est pas représentatif, les résultats peuvent être trompeurs. Test statistique, la p-valeur indique la probabilité d'observer les résultats. Et est-ce que les statistiques sont fiables ou pas forcément extrêmement probables? Si l'hypothèse nulle était vraie, l'intervalle de confiance donne une fourchette plausible pour un effet donné. Plus la p-valeur est faible et plus vous avez de chances que les résultats soient les bons, soient justes. Taille d'effet, une différence peut être statistiquement significative mais cliniquement ou pratiquement négligeable. Si on fait une étude, quelle qu'elle soit, sur 10 personnes et qu'on veut généraliser à la population mondiale, c'est un peu faible. C'est un peu juste. Corrélation, causalité. Une relation entre deux variables ne signifie pas automatiquement que l'une cause l'autre. Il peut y avoir un facteur tiers ou une inversion de causalité.
Biais de publication, les études avec des résultats significatifs ont plus de chances d'être publiées que celles sans résultats, ce qui peut fausser la littérature globale et pousser les chercheurs à faire des carbistouilles. Subvention, financement, conflit d'intérêts, une étude financée par un acteur qui a un intérêt commercial a forcément un risque accru de biais. Importance de croiser les sources et d'être capable de faire preuve d'esprit critique. Ne vous fiez pas à une seule étude ou à un seul article de presse, cherchez d'autres sources, vérifiez qui finance l'étude ou l'article, cela peut influencer l'interprétation des résultats. Vérifiez que l'étude est mise en contexte, par exemple si l'étude a été menée dans un pays, un type de population, les résultats peuvent ne pas être entièrement applicables ailleurs. Méfiez-vous, surtout dans les journaux, des titres accrocheurs ou des résumés tronqués par nos chers journalistes. Souvent, les titres cherchent le buzz, mais l'étude complète nuance les résultats. Soyons conscients des biais cognitifs personnels. On peut avoir tendance à ne lire que les articles qui confirment ce que l'on pense déjà. C'est le biais de, vous vous rappelez, mémoire, biais de confirmation. Apprenez à dire je n'en sais pas assez pour conclure. L'humilité intellectuelle est importante et une bonne défense contre l'erreur, même si je sais, vous voyez des ministres dans certains ministères qui sont chefs français d'un domaine dont ils ne connaissent rien. Quand t'es pas foutu de dire qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés et que t'es ministre de l'économie, à un moment va te faire foutre. Pourquoi c'est un enjeu collectif ? Dans notre société saturée d'informations, de données, d'études, de médias, la capacité à distinguer ce qui est sérieux de ce qui est manipulé ou biaisé est un véritable enjeu. Les décisions politiques de santé publique, puisqu'on y revient toujours, économiques, puisqu'on est en plein dedans, reposent de plus en plus sur des études. On pourrait même parler écologie un petit peu. Si ces études sont mal lues ou mal interprétées, les conséquences peuvent être gravissimes. Et ont été historiquement gravissimes. La désinformation peut exploiter les biais cognitifs et l'analphabétisme statistique, fausses corrélations et études sans rigueur, titres sensationnalistes. Le citoyen informé est mieux armé pour demander des comptes, comprendre les limites des connaissances et éviter des conclusions hâtives. En résumé, nous sommes tous soumis à un grand nombre de biais cognitifs, autorité, confirmation, ancrage, disponibilité, influençant notre pensée et nos décisions. Ces biais ne sont pas inoffensifs, ils peuvent mener à des erreurs graves individuelles ou collectives. Afin d'y faire face, il est essentiel de développer une bonne culture de lecture des études, vérifier la méthodologie, le financement, les échantillons, les statistiques, la possibilité de réplication. La capacité à lire justement les statistiques est un outil clé. Enfin, croiser les sources, questionner les conclusions, reconnaître nos propres biais font partie de l'exercice. Au sein même de cette première partie avec les biais, je vous fais un point numéro 2 sur les foules. Qu'est-ce qu'une foule ? Au sens de la psychologie sociale, une foule n'est pas simplement un grand nombre de personnes. On distingue la foule physique des individus présents au même endroit et au même moment, et la foule psychologique, des individus qui se perçoivent comme appartenant au même groupe, partageant une identité sociale, ce qui est un immense gros mot aujourd'hui que de dire que l'on se sent plus proche de personnes nous ressemblant, ce qui est pourtant parfaitement naturel. Approches anciennes contre modernes, les approches classiques par Gustave Le Bon dans Psychologie des foules publié en 1895 présentent la foule comme un ensemble d'individus irrationnels perdant leur personnalité et devenant hypnotisés par l'émotion collective. Les approches contemporaines, approches de l'identité sociale, etc., montrent que le comportement de foule dépend fortement de l'identité partagée, des normes internes au groupe et du contexte, ce qui nuance le modèle foule égale chaos irrationnel. Pourquoi étudier les foules ? Parce qu'elles se produisent fréquemment en manifestation, en concert, en pèlerinage, lors d'évacuations, lors de catastrophes, et peuvent conduire à des conséquences graves, bousculades, écrasements, dérives collectives. L'étude permet d'anticiper, de sécuriser, de comprendre les formes de contagion émotionnelle ou de dysfonctionnement. C'est bizarre que j'ai insisté à ce point sur la contagion émotionnelle, non ? Non, ce n'est pas bizarre, c'est parfaitement normal.
Démarche, mécanisme et déroulement des mouvements de foule. Phase typique d'un mouvement de foule. Première étape, assemblage. Les personnes se rassemblent motivées par un but commun. Mouvement. La foule se déplace ou reste sur place. Les interactions se développent. Et enfin, changement de phase, évacuation, dispersion. Un déclencheur peut provoquer une transition rapide, souvent dangereuse. Mécanisme clé, densité et flux. Quand la densité de personnes au mètre carré augmente, la circulation devient contraignante, l'interaction physique fréquente, les risques de blocage ou tumulte plus élevés. Une étude indique que dans un couloir vers un embouteillage, la densité dépend de la largeur et du niveau de motivation. Contagion émotionnelle ou influence sociale. Les émotions se propagent dans la foule, peur, excitation, colère pouvant se diffuser rapidement. Une étude dans le métro a appliqué un modèle qu'elle a nommé Emotional Contagion. Identité sociale et normes de groupe. Si les individus se perçoivent comme nous, une foule avec une identité, ils adoptent des comportements conformes aux normes de ce groupe, ce qui peut soit stabiliser la foule, soit la radicaliser. Effet de l'ancrage social, obstacle entonnoir, les embouteillages, les portes étroites, les obstacles peuvent déclencher des effets secondaires dangereux, ce qui explique pourquoi souvent les secouristes qui débarqueraient dans une salle de cinéma dont ils savent qu'à l'extérieur il y a un incendie, ne vont évidemment pas dire qu'il y a un incendie, mais dire qu'il y a un petit incident technique sur la lumière par exemple, et que cela ne sert à rien de rester dans la salle et qu'il faut sortir tranquillement ensemble, plutôt que de dire qu'il y a un feu et qu'il y a un risque de mort, puisque ça fait évidemment péter le cerveau, ce qui est normal. Passage de la foule calme à la foule dangereuse, ce passage peut résulter de plusieurs combinaisons: forte densité, obstacle, panique, perte de repères, événements graves. Par exemple, lorsqu'un flux unidirectionnel dans un espace limité rencontre une réduction brusque de passage, par exemple le passage d'une porte, cela peut provoquer ce qu'on appelle une crowd turbulence. Et ce n'est pas en avion, c'est les turbulences de la foule. You see what I mean? Ok. Les dangers des mouvements de foule. Écrasement, asphyxie, chute de personnes, panique collective. Lors de rassemblements très denses avec plus de 5 à 10 personnes au mètre carré, les forces exercées peuvent devenir extrêmement grandes. Blocage aux sorties, embouteillages humains. Mauvaise gestion. J'aurais pris à nouveau un début de hockey. Mauvaise gestion des flux, manque de contrôle des entrées et sorties. Risques psychologiques et sociaux, déresponsabilisation, déindividuation, je vais y arriver. Dans une foule, certains individus peuvent perdre le sens de la responsabilité individuelle, particulièrement aujourd'hui, non ? Ce qui augmente le risque d'actions violentes ou irrationnelles. Effet de masse et contagion émotionnelle, peur, panique, colère peuvent se propager, manipulation et radicalisation. Les foules peuvent être instrumentalisées, orientées à des fins politiques ou idéologiques lorsque l'identité partagée est mobilisée. Le trou entre théorie et pratique. Malgré l'accumulation d'études, il existe un écart entre la théorie, la psychologie des foules et la mise en pratique dans la gestion des grands rassemblements, ce qui pose un problème de prévention. Quelques implications pratiques et idées de prévention. Pour les organisateurs ou des autorités, conception de l'espace, prévoir des flux clairs, des larges passages, éviter les embouteillages. Les études de dynamique des foules soulignent l'importance de la largeur et de la gestion des bottlenecks. Ce n'est pas pour faire de la guitare avec du gros slide. Communication et identification sociale, je vous assure que c'est pas simple d'être dans ma tête, je me fatigue. Favoriser le sentiment d'appartenance positive à un groupe, ce qui peut renforcer la sécurité. Par exemple, étude auprès des pèlerins, ceux qui s'identifiaient fortement au groupe se sentaient plus en sécurité malgré la densité. C'est sûr que je me sentirais personnellement, selon moi, plus en sécurité entouré de pèlerins qu'entouré dans une manif d'un bord que vous connaissez et que je ne connais que trop bien. Formation et protocole d'évacuation, simulation d'évacuation en réalité virtuelle a montré que même en situation de stress élevé, des schémas de mouvement sont observables. Pour l'individu, être conscient des mécanismes de foule
Densité, perte de repères, effet d'entonnoir, maintenir un sens d'individualité et de réflexion critique, même dans le groupe résister à l'adhésion automatique en situation de rassemblement très dense, se positionner vers les bords, repérer les issues quand on entre quelque part sans tomber dans une quelconque paranoïa, éviter de rester au sein du cœur très dense. Je dis éviter de tomber dans une paranoïa, mais en fait c'est votre devoir de chef de famille. Eh oui. Analyse critique et limite, toutes les foules ne sont pas dangereuses bien sûr. Le comportement dépend largement de ce qui a motivé la foule, de son identité et de ses normes, et pas seulement du nombre. Le concept ancien « la foule rend irrationnel » a été largement dépassé. Les individus dans les foules ne sont pas automatiquement sans raison ou hors contrôle. C'est sûr qu'une foule qui a été éduquée, préparée, militaire, 50 000 militaires dans un rassemblement pour faire une belle foule de militaires pour un beau défilé, une belle démonstration de force. J'ai aussi plus confiance en elle, même armée, que dans certains. Manque d'accès à des données expérimentales en conditions réelles, pour des raisons éthiques bien entendu. Quelques études utilisent la réalité virtuelle comme substitut, et donc des études sont en cours. En conclusion de cette grande première partie, les mouvements de foule sont un phénomène complexe où s'entremêlent facteurs physiques, densité, flux, obstacles et psychologiques, identité sociale, contagion émotionnelle, normes de groupe. Là aussi, les statistiques ethniques ne pourraient-elles point être intéressantes? Est-ce que certaines cultures ont plus tendance à la panique que d'autres? Les dangers sont réels, écrasement physique, perte de contrôle, dérive collective et à l'hystérie. Mais les foules ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Avec une bonne gestion, espace, communication, identification sociale, elles peuvent rester sûres. Pour l'éducation et la formation, il est pertinent d'enseigner les biais cognitifs liés à l'autorité, à la confirmation, mais aussi la conscience des dynamiques collectives afin que les individus soient préparés à rester lucides même au sein d'une foule, quand ils ne sont déjà pas lucides seuls. Certes, c'est une limite qui existe, ah oui. Deuxième partie, vivre en enfant sain dans une société pourtant malsaine afin de pouvoir vivre, recréer une société saine de bâtisseurs et non de destructeurs. Former un homme debout, éduqué à la vie saine dans un monde malsain. Comprendre notre mission éducative, que vous soyez enseignant ou parent. Préparer la jeunesse à vivre dans un monde actuellement désordonné. Éduquer ne consiste pas seulement à instruire, mais à façonner. Je vous parle souvent de leur apprendre à savoir devenir. Façonner un être humain capable de demeurer droit dans un monde tordu, comme l'écrivait déjà Hannah Arendt dans La crise de la culture. L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité. Responsabilité si désespérément fuie par certains. Certaines également, soyons inclusifs, parfaitement inclusifs. Autrement dit, éduquer, c'est transmettre à l'enfant non seulement des savoirs, mais le goût et la force de préserver ce qui mérite d'être sauvé. Or, notre époque se caractérise par un désordre moral, culturel et spirituel. Je pense que ça, on ne peut pas le nier. Relativisme généralisé, perte de repères, désaffection du sens du devoir, dissolution des liens communautaires, puisqu'on nie jusqu'à la famille aujourd'hui. Préparer l'enfant à vivre sainement dans ce contexte, c'est l'armer intérieurement pour résister à ces dérives. En forgeant une volonté libre et lucide, en l'enracinant dans une histoire, une patrie, une lignée, autant de mots qui déplaisent tant à certains de mes collègues que j'emmerde, en lui rappelant que la vraie liberté suppose ordre et vérité, l'éducation intégrale formait le corps, l'esprit et l'âme, la santé du corps, discipline et courage. Aristote dans la politique rappelait déjà que le premier soin du législateur doit être l'éducation de la jeunesse. Cette éducation, disait-il, devait unir gymnastique et musique, vigueur du corps et harmonie de l'âme. Un enfant bien formé n'est ni un intellectuel sans force, ni un corps sans raison. L'éducation physique sportive, physique, militaire même, a une fonction plus haute que la simple santé. Et pourtant, ce serait déjà pas mal. Elle apprend la maîtrise de soi, le dépassement, la capacité de défense.
valeurs que les sociétés pacifiées tendent à oublier jusqu'au jour où la paix s'effondre. Comme l'écrivait Bernanos, la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'âme. Former à la défense, c'est donc aussi apprendre la vigilance française du coq et le service. Comprendre que la paix se maintient puisqu'on est prêt à défendre, se défendre. La santé de l'esprit, vérité, discernement. Rousseau dans Émile ou de l'éducation insistait aussi sur l'idée que l'enfant doit apprendre à penser par lui-même. Il ne s'agit pas de lui inculquer le doute systématique, il s'agit d'apprendre à raisonner, observer, juger sainement. Plus que jamais aujourd'hui, cet apprentissage critique est vital. Savoir lire une information, croiser les sources, analyser des statistiques, distinguer la vérité du sophisme ou de la manipulation. L'école doit être un lieu où l'on forme des esprits libres et pas des consommateurs de discours et encore moins des discours orientés. Clin d'œil déprimé. Cette liberté intellectuelle est le fondement même d'une citoyenneté consciente et incorruptible. La santé de l'âme, vertu, fidélité, élévation. Simone Veil écrivait aussi « L'éducation est l'orientation du désir vers le bien. Dans un monde qui éduque au désir de tout sauf du bien, cette phrase est révolutionnaire, sans dater d'hier, ça rime. Former un enfant, c'est diriger son désir vers ce qui construit le vrai, le beau, le juste, qui ne sont pas des valeurs subjectives, comme je vous disais déjà au premier épisode. L'éducation morale et spirituelle enseigne la maîtrise des passions, la fidélité à la parole donnée, le goût du travail bien fait. Ce n'est pas une morale de contrainte, mais de structure intérieure. Elle donne à l'enfant la capacité de dire non à ceux qui dégradent, et pour ceux qui me diraient que le vrai, le beau, le juste sont justement subjectifs, je crois que j'ai dit que c'était subjectif, mais non, c'est parfaitement objectif. Donc ceux qui pensent que c'est subjectif, dont je ne fais pas partie, si vous trouvez réellement que cette espèce d'horreur de meupette actuellement, Place Vendôme ou anciennement le plug anal Place Vendôme, ça vaut Michel-Ange de Vinci, Raphaël, Caravage, les pièces de littérature antique, classique, les philosophes classiques, je vous emmerde. L'amour du pays, l'enracinement comme santé de l'âme collective, dont vous refusez de faire partie, individualiste affreux que vous êtes, qui ne passez votre temps qu'à hurler pour une pseudo-liberté, eh ben allez vivre en liberté à des endroits où la civilisation n'a pas mis les pieds, on verra combien de temps vous survivez. Bande de cons. Rousseau affirmait que le patriotisme est la première vertu de l'homme, ce qui est un peu étonnant venant de sa part, mais il semblerait qu'il l'ait dit. Aristote avant lui voyait dans la police, P-O-L-I-S, non pas un simple cadre politique, mais une communauté morale où l'homme s'accomplit. Et oui, l'homme, rappelons la démocratie grecque. Le patriotisme sain, aimer son pays, ce n'est pas rejeter les autres, c'est honorer la terre, la langue, les morts, la culture qui nous ont fait. C'est un acte de reconnaissance, un acte de mémoire sur lequel je travaille avec mes élèves et j'ai l'impression d'être un des seuls enseignants de ce monde, de ce pays, à le faire au sens de gratitude et de lucidité. Je ne suis heureusement pas le seul, j'en connais d'autres. Et je les salue bien bas. Nous menons un combat noble pour la vérité et pour le beau, objectif. Celui qui n'aime rien d'hérité devient un être sans racines, manipulable, interchangeable. Servir et protéger, l'éducation patriotique forme à la responsabilité, servir le bien commun plutôt que l'intérêt personnel, comprendre que la liberté n'est viable que dans l'ordre, ça aussi ce serait à faire rentrer dans le cerveau de certains, être prêt à défendre son foyer, sa patrie, la justice, la vérité. Dans les sociétés de paix prolongée, cet esprit se perd. Les périodes de paix ne durent pas éternellement. L'éducation doit donc maintenir en l'enfant le sens du sacrifice, du courage, de la fraternité, non pas dans une logique de guerre, mais dans celle de préservation de la dignité, et éviter de tomber dans la décadence où sombrent fatalement toutes les sociétés qui ont connu de trop longues périodes de paix. C'est triste à dire, mais c'est malheureusement vérifiable et vérifié. La formation au service et à la transmission, fonder une famille, une lignée, une continuité. Arendt écrivait que chaque enfant est une promesse que le monde fait à lui-même. Pour que cette promesse ne disparaisse pas, ne devienne pas vaine,
Il faut apprendre à transmettre, pas seulement à jouir, comme l'aimeraient certains 68 arts. La famille comme cellule de civilisation, la famille est le premier lieu d'apprentissage du réel. On y découvre la différence, l'altérité, la fidélité, la responsabilité. Préparer un enfant à fonder une famille de manière saine, pas en étant des gros tarés, c'est lui apprendre la valeur du lien stable, la beauté de l'engagement durable, le rôle du père et de la mère comme pilier de transmission. Sans famille, pas de mémoire, sans mémoire, pas de nation, sans nation, pas de palais. Le sens de la lignée, ce savoir issu d'une lignée, c'est comprendre qu'on ne commence pas le monde à zéro. L'enfant éduqué ainsi ne vit pas pour lui-même, mais comme gardien d'un héritage fier. Cette conscience donne un ancrage, une noblesse du savoir, une verticalité spirituelle, ce qui l'empêchera, selon moi, de tomber dans les différentes horreurs, bêtises dénoncées dans les différents épisodes précédents. La dimension religieuse, retrouver sa boussole intérieure. La religion, la spiritualité donnent à l'homme une place dans l'ordre du monde. Sans transcendance, l'individu devient le centre de tout. Un homme sans centre supérieur devient l'esclave des forces extérieures, les idéologies, les médias, les modes, les pulsions. Je répète cette phrase quand même essentielle. Sans transcendance, l'individu devient le centre de tout. Un homme sans centre supérieur devient esclave des forces extérieures, idéologie, médias, mode, pulsion. On pourrait rajouter pognon. L'homme face au divin, savoir qu'il existe plus grand que soi, apprend l'humilité et la gratitude dont vous devriez faire preuve chaque matin. Cela protège contre le nihilisme moderne qui détruit tout sens du sacré et rend l'homme malléable, car privé de repères fixes. La foi religieuse métaphysique rappelle que la vérité ne se décrète pas, elle se cherche, se reçoit, se contemple. La religion est la liberté intérieure, comme l'écrivait Simone Veil, la vraie obéissance, c'est le consentement à la lumière, un peu comme la citation de saint Augustin, « aime et fais ce que tu veux ». La foi véritable libère car elle ordonne l'âme. L'éducation spirituelle n'est certainement pas un endoctrinement, mais une structuration du cœur. Elle relie l'homme à une vérité supérieure qui l'empêche de se perdre dans le vide relativiste du tout se vaut. Et je suis un horrible loup gris moyen sur tous les sujets. Défendre, se défendre, maintenir, éduquer à la paix, c'est éduquer à la force. La douceur sans force est impuissante, la force sans douceur est brutale. L'équilibre des deux forme la vertu virile au sens ancien, c'est-à-dire la vertu du courage maîtrisé. Défendre, c'est s'engager pour le vrai et le juste, parfois, notamment chrétien, contre le courant. Se défendre, c'est garder son intégrité morale et refuser la corruption de l'âme. Maintenir, c'est persévérer, tenir la lignée dans la durée sans céder au vent du temps. Vous voulez devenir immortel ? Construisez une famille. L'éducation devrait inculquer cette constance, cette tenue, cette noblesse du maintien physique, moral et spirituel. Synthèse, éducation à la verticalité. Éduquer, c'est s'élever. Ou éduquer, c'est élever l'autre. Dans un monde horizontal avec confort et bonheur, il nous faut aujourd'hui réapprendre la verticalité. Former un enfant à vivre sainement dans le monde malsain, c'est lui donner des racines, une histoire, une langue, une foi, une patrie, une colonne vertébrale, des vertus, du courage, du discernement, une direction, être au service du bien commun et être capable de rechercher le vrai. La vraie éducation ne fabrique pas des sujets dociles mais des âmes fortes, libres parce qu'orientées. Comme le disait Aristote, le but de l'éducation est de faire aimer ce qu'il faut aimer et haïr ce qu'il faut haïr, c'est-à-dire mettre en ordre le cœur pour que l'esprit soit juste et que la vie, enfin, soit saine à nouveau. Dernière partie, citation. Le non-conformisme chrétien, selon Benoît XVI, résistait à l'esprit du monde. Je ne vous cache pas qu'après avoir enregistré 2 épisodes quasiment à la file, d'affilée, j'ai la gorge un petit peu sèche. Petit texte avec une lecture que je vous fournis, nourrie de Peggy Bernanos et de traditions éducatives européennes, occidentales, françaises. Non.
L'homme chrétien à contre-courant, la lucidité prophétique de Benoît XVI. Quand Benoît XVI affirme, je vous donne donc la citation du jour, « Aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien doit savoir qu'il appartient à une minorité et qu'il est en opposition avec tout ce qui paraît bon, évident et logique à l'esprit du monde. » Rappelons que dans ce monde actuel, les chrétiens nigérians et soudanais se font, pour reprendre mon mot plus ou moins humoristique, dessouder. Il ne déplore pas seulement une situation culturelle, il énonce une vérité spirituelle. Nous vivons dans un temps où les valeurs dominantes, relativisme, morale, adoration du progrès, idéologie de l'indifférenciation, se présentent comme logiques et évidentes, mais comme le dit Peggy dans Notre jeunesse, enfin dans l'ouvrage Notre jeunesse, le monde moderne ne sera pas puni, il est sa propre punition. Ce monde qui prétend se libérer de Dieu finit par se condamner à l'errance et à l'incohérence. Si vous ne trouvez pas qu'on est en plein dedans, je ne sais pas moi, lavez-vous les yeux, mettez-vous des gouttes dans les globes oculaires, mais vraiment au fond. Benoît XVI invite à une conversion du regard. Ne plus chercher la vérité dans ce que la majorité acclame, mais dans ce qui demeure fidèle à l'ordre divin et naturel. Être chrétien aujourd'hui, c'est accepter de ne plus appartenir à la foule, mais à la lignée des résistants intérieurs de ceux qui refusent la servitude douce du confort moral. Le non-conformisme comme devoir moral et acte de liberté. Notre ancien pape allemand, héritier de la rigueur intellectuelle de saint Augustin et de la profondeur mystique de Bonaventure, voit dans le non-conformisme le signe d'une liberté authentique. Refuser le conformisme du monde, c'est refuser le règne de la peur, de la mode, de la tiédeur grise. Bernanos l'avait exprimé avec une force inégalée. Le plus grand danger de ce monde, c'est qu'il finit toujours par ne plus savoir ce qu'il fait parce qu'il ne sait plus ce qu'il veut. Dans La France contre les robots, publié en 1947. Extrêmement prophétique. Le non-conformisme chrétien n'est donc pas une rébellion anarchique capable de nager à contre-courant, mais une fidélité créatrice. Il ne s'oppose pas à l'ordre, mais au désordre de l'esprit. Il consiste à rester fidèle à la vérité, même si la vérité n'est plus aimée, plus acceptée, à préférer la solitude à la compromission. Ce qui signifie donc accepter de se sortir du groupe social, ce qui est dur. Et oui. Comme le Christ devant Pilate, le chrétien doit avoir le courage tranquille de dire « Mon royaume n'est pas de ce monde » et d'aller jusqu'au sacrifice et jusqu'aux souffrances les plus injustes et douloureuses. L'éducation du non-conformisme formait des âmes fortes face aux ânes peuplant ce pays. La question éducative découle directement de cette exigence. Si l'enfant n'apprend plus à discerner le bien du mal, à admirer ce qui est juste, à obéir à ce qui le dépasse, il deviendra un adulte sans colonne vertébrale, c'est-à-dire un sujet manipulable. L'éducation véritable doit préparer non pas à s'intégrer à la société, mais à se tenir debout dans une société chancelante. C'est ce que disait Peggy avec une intensité bouleversante. Tout commence en mystique et finit en politique. L'éducation chrétienne, patriotique et spirituelle doit redonner à l'enfant le goût de la verticalité, aimer son pays comme on aime sa maison, son foyer, ses racines, sa famille, non pas par orgueil mais par gratitude. Comprendre que la paix n'est pas un dû mais un bien fragile qu'il faut être prêt à défendre. Apprendre la maîtrise de soi, la force, la lucidité, car comme le rappelle Aristote, il n'y a de liberté que pour celui qui sait se gouverner lui-même et qui est donc connaisseur de ses biais et capable de résister au mouvement de foule. Si ce podcast numéro 27 n'est pas parfaitement lié avec tous ces différents points, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Une telle éducation n'est certainement pas militariste, elle est formatrice de courage. Elle vise à produire des cœurs nobles, capables de résistance. Toujours Bernanos. L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. L'espérance, c'est la vertu des forts. Je ne sais plus qui disait également qu'il faut avoir un pessimisme actif et que c'est bien mieux qu'un optimisme passif.
Former à l'espérance, c'est enseigner à ne pas céder au désespoir du siècle, c'est la mission des éducateurs, des parents et des croyants. Foi, patrie, lignée, les trois fidélités, l'homme déraciné devient esclave du présent. C'est pourquoi il faut réapprendre à nos enfants la filiation. Ils ne viennent pas de nulle part, ils ne sont pas des valises vides. Ils sont les héritiers d'une lignée spirituelle nationale familiale. Celui qui oublie cela devient consommateur d'idéologie, prêt à changer d'identité au gré des modes. Épisode 26. La foi, la patrie, la famille sont les trois piliers de la permanence humaine. Leur destruction programmée par l'idéologie moderne à vomir n'a pas pour but la liberté, mais la servitude. Sans mémoire, sans mémoire, sans enracinement, sans transcendance, l'homme n'a plus ni défense ni horizon. La religion, au sens du mot religare, c'est-à-dire relier, restaure ce lien vital. Elle relie l'homme à Dieu, le Fils à son Père, le citoyen à son pays. Elle offre cette boussole intérieure qui empêche le vertige nihiliste de l'autodestruction individuelle et collective programmée. Benoît XVI le disait en termes limpides, là où Dieu disparaît, l'homme disparaît aussi, logique puisque l'homme fut créé à l'image de Dieu. Le non-conformisme comme espérance et vocation, le non-conformisme chrétien n'est pas un repli, il est une mission. Être minoritaire, ce n'est pas être vaincu, c'est être le sel de la terre. Dans l'histoire, les renaissances véritables sont toujours venues de minorités conscientes et non de majorités viles, lâches, indifférentes. Peggy écrit encore « Ce qui manque au monde, c'est un peu d'âme ». Bernanos ajoute « L'enfer, c'est de ne plus aimer ». Retrouver la capacité au non-conformisme, c'est retrouver la capacité d'aimer vraiment le vrai plus que le facile, le bien plus que le confort, la fidélité plus que le succès. Le chrétien non-conformiste n'est pas un simple passéiste, ce qui n'est pourtant pas interdit, devient aujourd'hui le véritable moderne car il ose réintroduire du sens et une vision à long terme dans un monde qui s'étourdit. Exprès dans l'alcool, dans les drogues, dans la décadence, que sais-je encore. Selon le mot du cardinal Sarah, l'homme de Dieu est un homme debout, dans la tempête du siècle. Préparons la Renaissance. Benoît XVI, Peggy, Bernanos, trois voix dans un même combat, l'âme contre la masse, la conscience contre la conformité. Tous trois nous rappellent que le chrétien est loin de fuir le monde et doit au contraire y tenir. Une lampe allumée, la lumière de sa foi, de son esprit saint qui lui a été confiée de la manière la plus belle et la plus précieuse. Le non-conformisme n'est pas un luxe intellectuel, il est la dernière forme de fidélité. Dans un monde où tout s'efface, il s'agit de demeurer enraciné. Dans un monde où tout s'écroule, il s'agit de rester debout. Et dans un monde sans Dieu, il s'agit de témoigner qu'il existe une lumière qui ne s'éteint pas. Cette émission est préparée en amont, toutefois je ne fais pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à votre ou vos enfants des valeurs saines, naturelles. Laissez-les être naturellement curieux d'apprendre, enrichissez leur monde, éveillez-les, veillez à leur sommeil, leur alimentation, à ne pas trop les laisser devant les écrans. Prenez le temps de communiquer avec la communauté éducative. Vous faites et devez faire partie de la coéducation. Nous avons pour but d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles. La première d'entre elles, la curiosité. Nos élèves, notre jeunesse, nos enfants feront ensuite leur choix personnel en responsabilité. Ils aimeront et feront ce qu'ils veulent, pour reprendre Saint-Augustin. Ils auront à leur disposition la base solide inculquée par nos soins et leurs propres expériences qui feront d'eux des individus uniques. Ils disposeront d'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir. À mon humble avis, avec ces valeurs, nous éviterons les conneries potentielles futures à tous les niveaux. C'est pour cela que j'ai choisi la voie grave de l'instituteur, afin de les mener fermement sur les voies caillouteuses du monde nihiliste actuel. À nous de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être et enfin à savoir devenir. Au revoir, baseball.